Bonjour et bienvenue à ce webinaire que je vais avoir le plaisir d'animer devant vous. Donc le sujet qui va nous occuper pour l'heure à venir, eh bien, ce sont les relations tendues ou conflictuelles. Et ce que nous allons chercher à voir pendant ce webinaire, c'est comment les diagnostiquer et comment les prévenir. Permettez-moi tout d'abord de commencer par me présenter. Romain Desjoncker. Mon cheminement professionnel a été marqué par deux passions. Une première passion pour l'humain et son fonctionnement et la richesse de toutes ces interactions, et une deuxième partie et une deuxième passion pour la musique. Donc ça a donné 3 expériences opérationnelles. Une première partie de ma carrière dans laquelle j'ai exercé des fonctions de management, majoritairement dans l'automobile et également dans le monde de la pharmacie et de l'électronique. Suite à cette première phase de carrière qui a duré plus d'une dizaine d'années, j'ai ensuite, pendant plus de 10 ans, été consultant et formateur en prévention des risques psychosociaux. En parallèle, de ce métier de consultant, je menais également une carrière de musicien professionnel. Je suis violoncelliste et compositeur et chef de chœur. D'ailleurs, peut-être avez-vous, été, taper mon nom sur Google, auquel cas vous avez probablement, eu accès à certains des contenus artistiques qu'il m'a été donné de pouvoir produire. Mon attrait pour l'humain a fait que, j'ai décidé d'orienter mon action de consultant, sur l'accompagnement, des individus et des personnes, des individus et des organisations, sur leurs problématiques professionnelles, à savoir le coaching. Et à ce titre, j'ai décroché, 2 certifications, une certification Coach and Team et une certification Process Communication. Je suis aujourd'hui consultant formateur, salarié de l'Institut ICAR, et à ce titre, j'interviens sur 3 spécialités: le management, l'organisation et la gestion des relations. Cette présentation étant faite, eh bien, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet: comment diagnostiquer ou prévenir les situations tendues ou conflictuelles. Les objectifs de ma présentation, il y en aura 4. Tout d'abord, clarifier la notion de conflit. Une fois ceci fait, identifier quelles sont les causes déclencheuses du conflit et enfin clarifier la notion d'escalade relationnelle. Une fois ceci fait, nous verrons les méthodes de prévention puisque c'est la finalité ultime de cette présentation. Comment ça va se dérouler? Eh bien, ça va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, je vais vous faire un exposé qui va durer 45 minutes et ensuite nous aurons un quart d'heure pour que je puisse répondre à vos questions. Vous pourrez poser vos questions en utilisant le chat. Donc, vous avez en haut à droite de votre écran un onglet qui vous permettra d'envoyer vos questions. Et à mes côtés, il y a une équipe de modérateurs qui effectuera la synthèse de vos questions et qui me transmettra celles qui sont le plus représentatives de celles que vous avez posées. Dans ma présentation, j'aborderai 2 chapitres. Premier chapitre, la notion de conflit, et deuxième chapitre, la méthode de prévention du conflit. Eh bien, rentrons dans notre premier chapitre avec la notion de conflit. Quelle est la définition du conflit? Si on regarde d'un point de vue étymologique, le mot conflit vient du latin conflictus, qui signifie choc, lutte, combat. Dans la vie moderne, on désigne le conflit comme une opposition, une rivalité, un antagonisme entre des personnes ou des groupes. Et pour que le conflit puisse avoir lieu, il est nécessaire que ces personnes ou ces groupes partagent un certain nombre de caractéristiques communes. La première de ces caractéristiques, c'est qu'il est nécessaire que ces groupes ou ces personnes aient une taille, une force, des atouts qui soient comparables. Pour illustrer cette notion, je vais prendre un exemple d'actualité. En l'occurrence, la gestion de la crise Covid par le gouvernement français, et plus exactement les critiques émises à l'encontre du gouvernement français au sujet de la gestion de la crise. Un certain nombre d'actions en justice ont été initiées, et elles ont été initiées non pas par des individus, mais par des collectifs. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement car un individu seul contre l'État français, la lutte
est très déséquilibré. Donc, que se passe-t-il? Naturellement, création d'un collectif pour que le regroupement permette de rééquilibrer un petit peu les forces en présence. Dans le monde du travail, l'organisation du dialogue social relève de la même logique. À savoir, vous avez dans les organisations le top management en haut de la pyramide hiérarchique qui a beaucoup de pouvoir, et plus vous descendez dans la pyramide hiérarchique, moins les salariés ont de pouvoir. Donc la logique de constitution des syndicats, c'est effectivement regrouper des salariés entre eux qui ont peu de pouvoir de manière à rétablir l'équilibre entre les deux interlocuteurs. Ensuite, il est nécessaire qu'il y ait une certaine proximité géographique ou fonctionnelle entre les groupes ou les personnes. Je prends un exemple là dans le monde du travail. Peut-on imaginer qu'un service de production rentre en conflit avec un service maintenance? Oui, bien évidemment. La production va reprocher à la maintenance de ne pas intervenir suffisamment prestement. La maintenance va reprocher à la production de ne pas être suffisamment autonome sur certains dépannages qui pourraient être faits par la production. Peut-on imaginer que le marketing et la production rentrent en conflit? Oui, absolument. La production peut se plaindre en disant le marketing a encore vendu des produits qui sont impossibles à fabriquer. Et le marketing va dire à la production, de toute façon, ce sont des râleurs, ils ne sont jamais contents. Maintenant, peut-on imaginer que le marketing rentre en conflit avec la maintenance? Si on cherche bien, on pourra toujours trouver des scénarios catastrophes. En tout cas, vous voyez que naturellement, ça devient un petit peu plus délicat de se dire que le marketing et la maintenance puissent rentrer en conflit sur des problématiques professionnelles. Pour quelles raisons? Eh bien, tout simplement parce que leurs domaines d'activité n'ont pas de zone de recouvrement. À partir du moment où il n'y a pas cette zone de recouvrement, il ne peut pas y avoir de conflit. Il faut une certaine proximité géographique, ce qui signifie que pour qu'il puisse y avoir conflit, il faut qu'il y ait relation. Enfin, pour qu'il puisse y avoir conflit entre deux personnes ou deux groupes, il faut qu'ils partagent une préoccupation commune. J'aime la vanille, vous aimez la fraise. Tout se passera bien entre nous jusqu'au moment où il faudra que nous choisissions le dessert. Donc, nous avons vu quelle était la définition du conflit, quelles en sont les causes. Et pour ceci, nous allons nous cantonner au monde de l'entreprise. Nous avons scindé ces causes en deux grandes familles, deux grandes catégories, des causes statutaires et des causes personnelles. Dans les causes statutaires, la première qu'on a identifiée, c'est la position sociale. La position sociale, eh bien, là-dedans, vous allez retrouver notamment l'opposition historique entre patronat et prolétariat. Dans les causes statutaires, il y a l'appartenance à une fonction. C'est-à-dire qu'au sein d'une organisation, chaque service et chaque personne a des objectifs propres. Et en fonction de ces objectifs, eh bien, vous êtes susceptible d'avoir une incidence et éventuellement une contrainte sur le service d'à côté. Par exemple, la qualité va rajouter des contrôles sur la production et va ralentir la production. Le service juridique va interdire certaines opérations. Et dernière chose, c'est le niveau hiérarchique. À savoir que dans la pyramide hiérarchique, la logique de fonctionnement est le lien de subordination. À savoir que le niveau N a légitimité et autorité pour donner des consignes au niveau N-1. Dans la pyramide hiérarchique, il y a également la possibilité de faire preuve de coercition, c'est-à-dire de contraindre. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, lorsque je suis en train de contraindre quelqu'un à faire quelque chose, il y a la possibilité d'avoir quoi? Eh bien, le démarrage d'une logique conflictuelle. Dans les causes personnelles, c'est là où on va retrouver toute la richesse de la construction des individus, à commencer par les idées et les croyances de chacun. Et notamment,
y a-t-il une menace vis-à-vis des croyances, de mes valeurs, de mes idées? Il va y avoir aussi dans les causes personnelles quels sont mes objectifs et mes intérêts et quelles sont les personnes ou les éléments de contexte qui sont susceptibles de me mettre une entrave dans l'atteinte de mes objectifs ou dans la protection de mes intérêts personnels. Et enfin, il y a peut-être celle qui est la plus vaste, la catégorie des personnalités ou des comportements dans laquelle va intervenir la plus grande subjectivité. Et notamment, vous allez avoir dans cette catégorie, eh bien, les gens dont vous ne savez pas très très bien pour quelles raisons, mais en tout cas, vous ne sentez pas très très bien cette personne et elle vous agace lorsque vous êtes en sa présence. Donc, on a vu les causes. Quelles sont les étapes? Car effectivement, on passe pas directement de cette personne m'agace à on se tape dessus. Il y a donc un cheminement qui va y avoir entre les deux. La première étape du conflit, c'est ce qu'on appelle les divergences. Dans les divergences, eh bien, les 2 parties, formalisent un désaccord ou bien il y a un malentendu. Par exemple, j'aime la vanille, vous aimez la fraise et d'un seul coup, en moi, il y a une idée et une angoisse qui naît, qui est que peut-être vous allez me contraindre à manger de la fraise pour toujours et que je verrai plus la couleur de la vanille. Ça génère quoi en moi? Eh bien, c'est un malentendu qui va générer de la tension. Dans la phase de tension, il y a une émotion qui est présente à l'intérieur. La colère, la tristesse, de la peur, de l'angoisse. Et cette émotion, eh bien, elle va être refoulée, c'est-à-dire qu'elle reste à l'intérieur, elle est présente et elle n'est pas manifestée directement. Que se passe-t-il si je reste sous tension pendant très longtemps? Eh bien, au bout d'un moment, je vais arrêter d'aller voir mon interlocuteur car je vais me dire: «Attends, je suis tellement énervé que si je vais le voir, ça va mal se passer». Il s'agit de l'étape de blocage. Dans l'étape de blocage, la communication est rompue et la, relation est altérée. Le blocage, c'est, la France et l'Allemagne en 1917. Les 2 armées se font face, elles sont enterrées dans leurs tranchées, de temps en temps, elles s'envoient un missile et globalement, il se passe rien. L'étape de blocage est l'étape de la logique conflictuelle qui est la plus dangereuse. Pour quelle raison? Parce que vous pourriez me dire: «Il se passe rien, donc c'est pas dangereux». Il se passe rien et justement, comme il ne se passe rien, la logique conflictuelle peut rester sur des années et des années et des années. Donc, le blocage peut amener au conflit ouvert, c'est-à-dire à l'explosion formelle du conflit. Soit ce sont des éléments de contexte qui vont déclencher le passage du blocage au conflit ouvert, et dans certains cas, il sera même stratégique de volontairement ouvrir le conflit pour faire bouger les pions sur l'échiquier. Ces étapes, tension, divergence, tension, blocage, conflit, sont ce qu'on appelle l'escalade relationnelle. Donc on ne passe pas directement de tout va bien à on se tape dessus, il y a une progression. Et une première approche des situations conflictuelles consistera effectivement à faire un premier diagnostic sur où en sommes-nous dans la situation. Et en fonction de ce diagnostic, vous mènerez des actions qui seront différentes. Quelles sont maintenant les conséquences du conflit? Ces conséquences sont multiples et on va les analyser selon 2 axes. Tout d'abord, un premier axe, y a-t-il résolution ou non du conflit? Deuxième axe d'analyse, quelles sont les conséquences individuelles et collectives? D'un point de vue individuel, si un conflit n'est pas résolu, la première des conséquences sont des troubles émotionnels. Je vous en parlais tout à l'heure, de la colère, de la peur, de l'angoisse, du stress. Et cette émotion qui va être ces troubles émotionnels,
eh bien, vont amener à une dépense d'énergie colossale. Pour quelle raison? Tout simplement car, lorsque, 2 personnes sont en conflit, elles vont naturellement dépenser énormément d'énergie sur quoi? Sur la résolution de la situation conflictuelle. Et c'est-à-dire que c'est une énergie qu'elles ne passeront pas sur le fait de faire avancer leur dossier, par exemple. Donc une dépense d'énergie énorme. À mi-chemin entre l'individuel et le collectif, il y aura l'altération de la perception de l'autre. Pour illustrer cette notion, je vais prendre un exemple personnel que j'ai vécu il y a quelques années. Je vivais en centre-ville et la maison mitoyenne, dans la maison mitoyenne de la mienne, a été installé un commerce de bouche. Qui dit commerce de bouche dit chambre froide. Qui dit chambre froide dit compresseur frigorifique. Qui dit compresseur frigorifique dit du bruit qui, d'un seul coup, a envahi ma maison en la rendant invivable 24 heures sur 24. Il n'y a pas eu d'issue dramatique, on a réussi à trouver une solution technique à cette problématique. Tant qu'on n'en était pas à avoir défini la solution, eh bien, lorsque je croisais mon voisin, je ne voyais pas mon voisin, je voyais un compresseur frigorifique. Altération de la perception de l'autre. D'un point de vue collectif, s'il y a non-résolution du conflit, eh bien, inévitablement, il y a une dégradation du climat relationnel. Et enfin, au final, il y a une perte d'efficacité et de performance. Maintenant, que se passe-t-il lorsque le conflit est résolu? Eh bien, la première des choses, c'est que ça amène chacune des parties à une remise en cause et donc une évolution. Dans les conséquences, positives, d'un point de vue individuel, c'est que pour sortir, d'une situation conflictuelle, il est, généralement nécessaire, de mobiliser beaucoup de créativité et d'idées nouvelles. À partir du moment où on sort, par le haut d'une situation conflictuelle, les 2 parties sont valorisées. Donc, je revalorise mon interlocuteur et je suis aussi revalorisé, vis-à-vis de moi-même. D'un point de vue collectif, le fait de sortir d'une situation conflictuelle améliore la cohésion et cette amélioration de la cohésion va amener et peut amener à un gain d'efficacité et de performance. Je vais maintenant aborder le second chapitre de cette présentation, à savoir les méthodes de prévention. Et pour cela, on va parler de la gestion des divergences. Pour parler des divergences, eh bien, on va faire un test. Qu'est-ce qu'une divergence? Je vous pose une question justement pour voir cela. Testons le processus des divergences. Êtes-vous pour ou contre le vaccin anti-Covid? Pour répondre à cette question, eh bien, je viens d'ouvrir un sondage. Vous avez un bouton qui est apparu en haut à droite de votre écran et vous pouvez répondre pour ou contre. Donc, allez-y, répondez au sondage. OK. Alors, je vois que ça progresse toujours. OK. Alors, pour l'instant, j'en suis à 35, 40. Alors, vous êtes 600 dans la salle, donc je laisse le vote continuer pour que nous ayons une participation qui soit représentative de l'ensemble de notre groupe. Je vois que ça continue à progresser. OK, je vous laisse encore 5 secondes, car la tendance qui s'affiche, je pense, remise en cause. Alors, OK, donc nous sommes arrivés sur une tendance stable. J'en suis à, 100 à peu près 150 votes. Je vais, arrêter les votes et vous comprendrez qu'effectivement, je pense que là où nous en sommes arrivés, ça ne va pas beaucoup évoluer. Donc, au stade où nous en sommes et avec vos votes, je viens de fermer les votes et vous voyez, vous êtes à 82 pour, le vaccin Covid et à 18 contre. Donc là, nous sommes
dans le cadre d'un webinaire et nous n'avons pas la possibilité d'échanger en direct comme nous le ferions par exemple lors d'une conférence. Si j'étais en présence avec vous, eh bien, nous ferions inévitablement un échange contradictoire. Et les gens qui parmi vous seraient le vaccin, eh bien, pourraient dire, eh bien, le vaccin, ça va permettre la préservation de la santé de tous, ça va nous permettre une sortie de crise et un retour à la vie normale. Et enfin, l'avantage du vaccin, c'est que ça permet une protection collective efficace. Et alors là, dans la salle, eh bien, je pourrais avoir des détracteurs du vaccin qui vont me dire: «Attendez, vous rigolez, le vaccin, il est inefficace sur les variants, ils ont été développés de manière hâtive et du coup, ils ont des effets secondaires qui sont indésirables et parfois graves. Et enfin, en plus, ça coûte extrêmement cher et ça fait mal. Alors le vaccin, s'il vous plaît, pas pour moi». Donc à ce stade, eh bien, je vais voir si une partie de l'auditoire s'est déconnectée car ses opinions n'étaient pas recevables. Ce n'a pas l'air d'être le cas, vous êtes encore tous là. Donc, maintenant, si on laissait comme ça la discussion poursuivre, eh bien, peut-être que la vivacité des échanges pourrait nous amener à quoi? Eh bien, à une entrée dans une logique conflictuelle. Et à ce moment-là, j'appuie sur le bouton pause et je vous propose de regarder bien, quels sont les mécanismes à l'œuvre et qui font que d'un seul coup, on part d'une question à quelque chose qui pourrait devenir conflictuel. Donc, les partisans du vaccin disent ça protège. Les détracteurs du vaccin disent ça protège pas contre les variants. Si on regarde d'un point de vue extrêmement objectif et factuel, les deux versions coexistent et les deux points de vue sont totalement valables et entendables. Ce qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, on va passer de un fait, qui est que les deux versions sont entendables, et d'un seul coup, on a deux parties qui vont s'affronter avec une vision partielle de la problématique. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est quelles sont les raisons qui amènent certains d'entre nous à adopter ce côté-là de la vision partielle, et quelles sont les raisons qui amènent l'autre moitié à avoir une vision partielle de l'autre bord. Eh bien, la notion que je vais aborder maintenant est quelque chose qui est une notion clé dans les mécanismes de communication. Il s'agit de ce qu'on appelle le prisme de perception. Un prisme, lorsque vous envoyez de la lumière dedans, la lumière qui ressort est décomposée, c'est-à-dire elle est déformée. Ce qui ressort du prisme n'est pas ce qui est rentré dedans. Le prisme de perception, c'est quelque chose que nous avons tous. Et c'est quelque chose qui fait qu'en entrée, nous avons la réalité, un événement, un message, une personne, et que ce réel, cet événement, ce message, ces personnes, une fois que c'est passé au travers de notre prisme de perception, devient notre perception de la réalité, notre vérité, nos interprétations, nos a priori, nos préjugés. À l'entrée, j'ai le, à la sortie, j'ai notre. Donc le prisme, c'est la manière dont nous déformons ce que nous percevons par le biais de nos sens. Et personne n'est exempt de ce mécanisme. D'où vient le prisme? Le prisme, il vient de quelque chose qu'on appelle le cadre de référence. Le cadre de référence, c'est la partie de notre personne, la structure de notre personnalité, dans laquelle nous avons stocké, eh bien, tout d'abord, tous les héritages du passé, notre vécu, nos expériences, notre parcours, notre héritage, notre origine socio-professionnelle, notre culture, etc., etc. Même les caractéristiques de notre physique. Il y en a un qui est bon en maths et il y en a un qui est bon en sprint. Dans le cadre de référence, il y a l'influence de tout ce que nous vivons au présent. Quel est le contexte dans lequel je suis? Quelle est la situation, l'environnement dans lequel je suis? Et l'influence de mes aspirations et de mes projections pour le futur. Quels sont mes projets, mes objectifs, mes intentions, mes désirs? Le cadre de référence est spécifique à chacun, puisque
personne n'a le même passé, le même présent et le même futur. Ce qui veut dire que la manière de percevoir les événements, les réels des personnes sera spécifique à chacun d'entre nous. Et donc, qu'est-ce qui fait que certains d'entre vous voient l'inefficacité contre les variants et d'autres voient l'efficacité globale? Eh bien, c'est simplement les effets de votre prisme qui sont dus à votre cadre de référence. En synthèse sur cette question du prisme, le prisme va agir par généralisation, distorsion ou sélection. Notre perception peut donc être différente du réel. Lorsque je fais de la sélection, je ne perçois qu'une partie de la situation. Lorsque je fais de la distorsion, j'interprète un comportement à un mot et je mets quelque chose qu'il n'y était pas. Et lorsque je fais de la généralisation, je tire des conclusions hâtives. Du fait de la spécificité et de l'unicité de notre cadre de référence, notre perception peut être différente de celle de l'autre. Et donc, lorsque je suis en train de partager ma perception vis-à-vis d'un sujet avec quelqu'un d'autre, eh bien, c'est là où, du fait des effets du prisme, il peut y avoir un malentendu ou un désaccord ou une divergence qui se crée. Je poursuivrai avec une citation d'André Malraux. André Malraux qui nous dit: le plus étonnant n'est pas l'incompréhension entre les individus, c'est que, compte tenu des espaces infinis qui les séparent, ils parviennent parfois à se comprendre. Ce que nous dit Malraux, c'est que la divergence n'est pas une fatalité. Au contraire, la divergence, c'est le standard. La divergence, c'est le fonctionnement normal. Et le fait d'être d'accord, c'est l'exception. Donc, ça nous amène à la question comment limiter les divergences. Et oui, car ce que nous avons vu précédemment, c'est que la porte d'entrée dans l'escalade relationnelle, c'est les divergences. Ah, pas de chance. Malraux nous rappelle que la divergence, c'est le fonctionnement standard. À chaque fois que je suis en interaction avec quelqu'un, il y a risque de divergence et risque important. Donc, comment limiter les divergences? Eh bien, en partant de ce constat, à chaque fois que je suis en interaction avec quelqu'un, il y a risque de divergence. Il va donc falloir être un excellent communicant. Un excellent communicant pour comprendre la position de mon interlocuteur et pour faire valoir ma propre position dans le respect de l'interlocuteur d'en face et dans mon propre respect. Donc, comment limiter les divergences? Eh bien, en utilisant des techniques de communication efficaces. Ces techniques de communication efficaces, on en a 5. Je vais vous les énoncer les unes après les autres. Et puis ensuite, je reviendrai dans le détail sur chacune de ces techniques. Donc, première tactique de communication efficace, pratiquer l'écoute active pour recevoir le message correctement. Pratique suivante, utiliser l'effet boomerang pour clarifier un propos peu clair. Faire preuve d'empathie et d'objectivité pour comprendre l'état émotionnel de mon interlocuteur et analyser ses propos de manière rationnelle. Développer de la positive attitude, c'est-à-dire mettre en place les conditions relationnelles pour la réussite de l'échange. Et enfin, émettre des messages concrets, c'est-à-dire des messages qui ne soient pas interprétables, c'est-à-dire qui n'amènent pas à un malentendu. L'écoute active, comment ça marche? Eh bien, pour bien écouter, ça semble évident, et si ça va sans le dire, ça va mieux en le disant. Il s'agit de laisser son interlocuteur s'exprimer. Autrement dit, il s'agit de faire du silence. Ensuite, lorsque votre interlocuteur est en train de s'exprimer, eh bien, vous pouvez l'inviter à entretenir son exposé par des acquiescements. Ces acquiescements peuvent être
verbaux, en disant: «OK, d'accord, continue et donc, ou bien non verbaux, c'est-à-dire de simples gestes, des hochements de la tête, ce genre de choses. Si c'est nécessaire, posez des questions pour faire préciser ou creuser et si, il y a beaucoup d'informations, n'hésitez pas à prendre des notes. À prendre des notes sous forme, d'idées et de mots-clés. Pour quelle raison? Tout simplement car si vous faites, des phrases complètes, eh bien, vous risquez d'un seul coup de perdre la communication parce que vous allez être pendant longtemps en train de gratter votre papier et vous perdez la communication avec votre interlocuteur. Donc, vous avez besoin de regarder votre papier, le temps d'écrire quelques mots et vous reprenez la connexion immédiatement avec votre interlocuteur. Enfin, vous pouvez faire une reformulation. Reformuler donc le contenu et son ressenti. Et c'est-à-dire que pour faire une reformulation, eh bien, vous allez, dire: «Donc, si j'ai bien compris» et après si j'ai bien compris, vous allez parler de quoi? Eh bien, de ce qui est passé à travers votre prisme. Et en utilisant la reformulation, vous allez montrer à votre interlocuteur la qualité de votre écoute et vous allez vérifier que votre prisme ne vous a pas amené dans une distorsion, un malentendu, une mécompréhension. Donc, j'écoute activement pour recevoir le message. Ensuite, ce qui peut se passer, eh bien, c'est que on peut avoir affaire d'un seul coup, dans l'exposé de mon interlocuteur, à une question, une remarque, une objection qui est non concrète, où ça manque de clarté et où vous ne comprenez pas où votre interlocuteur veut en venir. Ou bien vous ne comprenez pas ce qui l'amène à dire ça. Ou bien vous ne comprenez pas même le message lui-même. Donc l'effet boomerang, ça sera un outil de communication extrêmement simple pour répondre à ce type de situation. En quoi ça consiste? Eh bien, tout d'abord, pour envoyer le boomerang, vous faites preuve d'écoute active et donc vous laissez votre interlocuteur aller jusqu'au bout de sa réflexion et vous prenez quelques instants de réflexion pour réfléchir à ce que vous allez dire. Et ensuite, vous envoyez votre réaction qui va commencer par être un accusé de réception. Merci, merci de ce que tu viens de dire. Par contre, je dois te dire, et c'est là où vous envoyez le boomerang, vous envoyez une contre-question. Je n'ai pas compris ce qui t'amène à me dire ça. Et dans la contre-question que vous allez envoyer, vous allez pouvoir l'envoyer sur 3 plans. Sur le fond, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Sur l'intention, qu'est-ce qui t'amène à me dire ça? Ou sur le but recherché. Quel est ton objectif en disant ça? Et à partir de la réponse de votre interlocuteur, eh bien, vous allez pouvoir continuer. Le boomerang est un outil simple et extrêmement puissant pour recadrer les situations dans lesquelles on peut avoir une mécompréhension. Faire preuve d'empathie et d'objectivité. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'empathie? L'empathie, c'est la capacité que nous avons à identifier et comprendre l'état émotionnel de mon interlocuteur. L'objectivité, c'est la capacité que nous avons à analyser un sujet de manière, factuelle et rationnelle. Pourquoi est-il nécessaire, dans les outils de com efficace, de faire preuve d'empathie et d'objectivité? Eh bien, tout simplement, car vous êtes en train de recevoir ou d'échanger avec votre interlocuteur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fonction de l'échange, vous pouvez avoir un émotionnel qui se met en place. Cet émotionnel va avoir un impact sur votre comportement et notamment la première chose qui va être altérée, c'est votre capacité à communiquer efficacement. Donc lorsque je suis en train d'écouter, mon interlocuteur, effectivement, je surveille mon propre émotionnel et je m'interroge sur le sien. Pour, m'interroger sur l'émotionnel, l'état émotionnel de, mon interlocuteur, eh bien, tout d'abord, je fais un effort volontaire. Cet effort volontaire sera de mettre à l'écart les priori, les préjugés, les jugements. C'est-à-dire que consciemment, je fais l'effort de me protéger des effets de déformation de mon prisme. Dans l'intention qui m'anime,
eh bien, je vais chercher à accueillir l'autre, à chercher à comprendre son point de vue et ses fondements. Et dans l'empathie, je vais m'affranchir de tout mouvement affectif. Encore une fois, l'empathie, c'est la capacité à identifier et comprendre l'émotion, l'état émotionnel de mon interlocuteur. En aucun cas, il s'agit de me laisser contaminer par une émotion qui n'est pas la mienne. Tu es triste, je suis OK. Tu es en colère, je suis OK. Tu es euphorique, je suis OK. L'empathie vous donne une information, c'est tout. Et donc, il est certainement pas question que tu sois triste et que d'un seul coup, je sois triste aussi. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va pleurer ensemble et puis ça fera peut-être un petit peu de bien et le problème n'avancera pas. Donc, faire preuve d'objectivité, c'est là aussi se protéger des effets du prisme qui va vouloir faire de la sélection. Et qui va faire de la sélection comment? En disant, alors ça je prends, ah non, ça je prends pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ah oui, ça c'est bon, je prends. Donc, la logique du et, c'est quoi? J'accueille ça et ça et ça et ça, et ensuite, sur la base d'un raisonnement factuel et rationnel, eh bien, je vais traiter ce qui doit être traité. Ce qui va m'amener à éviter de faire un bilan binaire du message, c'est-à-dire un bilan qui serait bon et pas bon. Le vaccin, ça protège du Covid et c'est inefficace contre les variants. Quatrième outil de communication efficace, la positive attitude. La positive attitude, l'idée générale, c'est que si vous avez affaire à un interlocuteur qui fait la gueule et qui est agressif, eh bien, la communication sera beaucoup plus difficile à établir que si vous êtes avec quelqu'un qui est détendu et souriant. Donc, la positive attitude, ça va être quoi? Eh bien, tout d'abord, ça va être le fait de créer l'alliance avec votre interlocuteur, le saluer, sourire si c'est adéquat en fonction des éléments de contexte, valider qu'il est disponible, histoire qu'il n'ait pas le sentiment de se faire pirater son temps, et faire preuve de prestance bienveillante. Alors, se tenir droit face à son interlocuteur, le regarder, respecter son espace vital. En fait, c'est-à-dire mettre en place une attitude qui va montrer à mon interlocuteur que je suis dans l'intention d'être avec lui, que je lui dédie toute mon attention. Dans la positive attitude, il y a aussi une vigilance sur l'élocution vocale. Alors, placer sa voix, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si d'un seul coup je me mets à parler un petit peu plus aigu, comme ça, c'est plus énergique et aussi ça peut être plus stressant. Et si j'avais eu ce ton de voix depuis le démarrage de notre webinaire, eh bien peut-être qu'on aurait déjà des participants qui seraient partis. À l'inverse, lorsque je prends mon registre de voix naturel, qui va être plus dans les graves, j'envoie une information non verbale de détente, d'apaisement. Là aussi, ralentir le débit permet d'envoyer une information non verbale de détente, d'apaisement. Au contraire, si j'accélère énormément le débit, je risque de faire paraître un petit peu stressé. Enfin, dans la positive attitude, il va y avoir le fait d'utiliser des formulations, des termes positifs. Si vous utilisez des phrases négatives, eh bien, elles viennent clore le débat. Si vous utilisez des tournures positives, elles viennent ouvrir le débat. Et notamment, bannir la culture du mais et adopter celle du et. Ça veut dire quoi cette affaire? Ça veut dire que, imaginons que nous soyons en présentiel. Je suis en train de vous faire un exposé, puis d'un seul coup, l'un d'entre vous lève la main et me dit « Oui, mais… » À quoi dois-je m'attendre après ce oui, mais? Eh bien, en ce qui me concerne, je m'attends à une objection, une contestation, quelque chose qui sera négatif. Donc, lorsque vous dites oui, mais, eh bien, vous envoyez, d'un point de vue de la communication, un message qui est paradoxal. Car le mais condamne et annule tout ce qui a précédé le mais. Donc, quand vous me dites oui, mais, vous me dites oui, non. Et donc, je ne sais pas ce que vous me dites. Donc, plutôt que d'utiliser le mais, eh bien, utilisez le et. Et alors là, dans la vraie vie, il y a toujours quelqu'un qui me dit oui, mais si c'est non, on va pas dire oui. Effectivement, si c'est non, vous allez dire non et vous allez faire un non
argumenté un non, car. Dernière chose, dernier outil de communication efficace, eh bien, émettre des messages concrets, c'est-à-dire des messages qui ne soient pas interprétables. Alors, par exemple, l'un de vous est en face de moi et je lui dis « Mets ton masque, s'il te plaît ». Alors, on regarde comme ça et puis, un peu dubitatif et étonné, il met son masque. Je dis « Mais non! Enfin, pas ça! C'est pas possible! Pas celui-là !» Mon interlocuteur va me dire « Mais attends, qu'est-ce que tu veux? Faut que tu sois clair dans, tu m'as dit mettre mon masque, je mets mon masque. » Ok. Donc, je reprends la même. Écoute, tu vas faire des travaux qui émettent de la poussière extrêmement fine et afin de protéger ta santé, s'il te plaît, mets ton masque. Et alors, d'un seul coup, je vois mon interlocuteur qui met ce masque-là, un masque de bricolage. Quelle est la différence entre les deux situations, celle qui m'amène à mettre le chirurgical ou celle qui m'amène à mettre le masque de bricolage? Eh bien, dans le premier cas, vous voyez qu'il y a un échange qui pourrait se mettre à déraper. Dans le deuxième cas, tout va très bien. Pour quelle raison? Eh bien, car j'ai fait un message concret. C'est-à-dire que mon message a été précédé de deux éléments. Tout d'abord, j'ai envoyé la finalité du message pour protéger ta santé et la cause que j'envoie ce message, qui est, étant donné que tu vas faire des travaux qui font de la poussière fine. Et ensuite, j'envoie le message. Lorsque je fais ça, eh bien, je donne tous les éléments de compréhension à mon interlocuteur et donc, je sécurise notre relation. Les messages concrets, donc, ce sont des messages qui sont précédés d'une finalité et d'une cause. Et à quoi ça sert? Eh bien, tout d'abord, lorsque vous allez émettre le message, ça va vous permettre et ça va vous obliger à réfléchir sur les tenants et les aboutissants du message que vous envoyez. Et si vous avez du mal à trouver une finalité ou une cause pour ce que vous envoyez, eh bien, peut-être qu'il est urgent de se taire. Ensuite, lorsque vous envoyez un message concret, ça permet de donner du sens au message et de développer une impression de transparence dans la communication avec votre interlocuteur. Globalement, votre message concret sera plus facile à comprendre et donc votre interlocuteur sera plus enclin à y répondre et il sera plus enclin à y répondre car votre message concret, la construction d'un message concret apporte une dimension pédagogique, c'est-à-dire qu'il aide à la réflexion en face. Enfin, dernier point, là aussi, on imagine que je viens voir l'un d'entre vous, que nous sommes en présentiel, et je vous demande, voilà, je viens voir l'un d'entre vous et j'ai dit t'as une voiture? Ouais. Tu pars à quelle heure? 17h30. T'as une place? Ouais. Tu passes par Nation? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça ne marche pas. Maintenant, si je vous fais un message concret, eh bien, je vais dire, dis, étant donné que ma voiture est en entretien, je recherche un moyen pour rentrer à la maison, peux-tu me déposer à côté de Nation? Et là, mon interlocuteur sera probablement plus motivé pour me répondre favorablement. Donc, les messages concrets, ça permet de gagner du temps pour la suite du message. Et, autre point, qui n'est pas des moindres, vous aurez remarqué que dans la mise en situation que je vous ai fait, dans lequel je pose une question, puis une autre question, une autre question, une autre question, mon interlocuteur commence à se tendre au fur et à mesure que j'envoie des questions pas efficaces. C'est-à-dire que par le biais de ma communication qui est mal fichue, je suis en train de dégrader la qualité relationnelle. Et ça peut aller jusqu'au moment où mon interlocuteur va exploser et va me dire « Bon, qu'est-ce que tu veux? Crache le morceau ». En synthèse de tout cela, les étapes du conflit, donc on commence par les divergences, ensuite les tensions, le blocage, et ça nous amène jusqu'au conflit ouvert, dans une logique d'escalade relationnelle. Ce que nous allons viser comme but, eh bien, c'est la désescalade. Et les méthodes de prévention, eh bien, les méthodes de prévention du conflit, c'est tout ce que vous allez faire au niveau du stade des divergences, à savoir, je vous les rappelle, les outils de la communication efficace. L'écoute active, le boomerang,
faire preuve d'empathie et d'objectivité, de positive attitude et envoyer des messages concrets. Pour conclure cet exposé et avant de vous donner la parole sur vos questions, je vous envoie un dernier message. Un dernier sondage, excusez-moi. Quelle proportion de situations conflictuelles peuvent être prévenues en travaillant au stade des divergences? Je viens d'ouvrir le sondage. Vous pouvez les voir en haut à droite de votre écran. Donc, quelle proportion de situations conflictuelles peuvent être prévenues en travaillant au stade des divergences? Plus de 80%, entre 50 et 80, et moins de 50. Allez-y. OK, les votes sont en cours. OK, là j'ai une cinquantaine de votes. Continuez. On a une tendance qui commence à se dessiner. Étant donné que vous n'avez pas encore accès aux résultats du vote, je ne peux vous en faire que le teasing. OK, donc la tendance est clairement établie. Nous avons une centaine de votes qui, je pense, sont représentatifs de la tendance telle qu'elle est partie. Je vais fermer les votes, ce qui va vous permettre de voir la tendance que vous avez donnée. Donc, pour 56% d'entre vous, 80% des situations conflictuelles peuvent être prévenues en travaillant au stade des divergences. Pour 38%, c'est entre 50 et 80%. Et une minorité pense que moins de la moitié des situations conflictuelles peut être traitée au niveau des divergences. Vous pouvez prévenir 90% des situations conflictuelles au niveau des divergences en utilisant les outils de la communication efficace. Et ceci sera ma conclusion de mon exposé. Je vais maintenant répondre à vos questions. Et alors, 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 je suis médiatrice, médiation humaniste. À quel moment proposer une médiation? Par exemple, le N+1 de 2 collaborateurs en conflit peut être prescripteur, mais à quel stade? Donc merci Christelle de votre question. La question que vous abordez, c'est la question de la triangulation. Quel est le principe de la triangulation? Vous avez une partie A et une partie B qui sont en conflit. Et d'un seul coup, la communication ne passe plus entre ces deux. Donc le principe de la triangulation, c'est de faire intervenir une tierce personne qui va établir le dialogue et la circulation de l'information. Puisque A ne veut pas parler directement à B, eh bien, la communication va transiter par la troisième personne qui va faire les allers-retours jusqu'au moment où, effectivement, la communication entre les deux parties pourra reprendre. Donc, Christelle, par rapport à ça, vous me disiez à quel moment proposer une médiation? Eh bien, lorsqu'on est dans le blocage. Tout à l'heure, je vous disais, en situation de blocage, la situation de blocage est la situation la plus dangereuse, car c'est celle qui est susceptible de durer dans le temps. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, effectivement, il y a deux options. Soit on va vers le déclenchement intentionnel du conflit ouvert, soit on va vers la reprise de la communication. Et c'est à ce moment-là que la médiation pourra intervenir. Alors, Ismahan nous demande que faire lorsqu'un de nos managers fait preuve d'agressivité. Donc, Ismahan, alors, on pourra le faire que par écran interposé et je n'aurai pas vos réactions. En tout cas, la première des choses que je vous demande, c'est quel est votre autodiagnostic sur là où nous en sommes dans l'escalade relationnelle. Si un de vos managers fait preuve d'agressivité, eh bien,
il y a de fortes chances. Alors, déjà, lui, il est sous tension et il y a de fortes chances pour que cela génère chez vous aussi des tensions. Donc, que faire lorsque un manager fait preuve d'agressivité? Eh bien, tout d'abord, faire attention à sa propre réaction. Regardez quel est votre état émotionnel et ensuite de cet état émotionnel, identifiez de quoi vous auriez besoin pour pouvoir en faire la demande. Par exemple, OK, l'agressivité dont, tu fais preuve à mon égard, n'est pas acceptable pour moi. Je souhaite te demander, d'avoir une discussion posée. Donc en fait, Isman et sans les éléments de contexte, il me sera difficile d'aller, plus loin dans les propositions. Regardez quel est votre besoin et faites une demande en conséquence. Ensuite, la demande n'est pas acceptée, eh bien peut-être que vous allez arriver dans une logique de conflit ouvert qui répondra à d'autres stratégies que je ne pourrai pas développer dans le temps qui nous est imparti. Si vous souhaitez aller plus loin effectivement sur les stratégies pour les étages du dessus, eh bien, je vous invite à effectivement parcourir, à assister à la formation complète qui dure 2 jours et sur la gestion des conflits. Son code, c'est GEDI, G-E-D-I. Alors, François nous demande: ne faudrait-il donc pas jouer la prévention et amener l'individu à travailler sur lui-même, se connaître, se respecter, et ainsi être en capacité d'accueillir l'autre dans sa propre personnalité? Exemple d'outil, profil de personnalité. Merci beaucoup François, car effectivement, c'est bien vu, et notamment si vous êtes dans une logique managériale. Lorsque vous êtes manager, un des attendus du manager va être de faire grandir son collaborateur. Et en fait, ce que vous êtes en train de nous proposer, François, eh bien, c'est d'accompagner le collaborateur dans sa croissance personnelle et dans la connaissance de soi. Donc, c'est une très très bonne suggestion. Et la limite à cela, eh bien, c'est effectivement votre collaborateur est-il motivé ou pas? À savoir, si vous avez quelqu'un qui est désireux de faire de l'introspection et qui est désireux d'aller plus loin, de se connaître et qui est désireux de se remettre en cause, ça fonctionnera extrêmement bien. Pour que ça marche, eh bien, effectivement, il faudra être 2. Si votre interlocuteur en face ne veut pas se remettre en cause, eh bien, il faudra effectivement, vous, de votre côté, être extrêmement bon communicant, extrêmement bon récepteur et savoir poser les questions confrontantes qui seront adéquates et qui permettront justement de faire cheminer votre participant, votre collaborateur. Tiffaine, comment gérer un responsable qui est dans l'émotionnel uniquement et qui souhaite copiner, qui juge en fonction des relations sociales et non du travail? Mmh. Tiffaine, là aussi, dans quel stade du processus êtes-vous? Bien, manifestement, on est dans les divergences. Pour quelle raison? Eh bien, parce que votre point de vue, c'est que l'évaluation doit être faite en fonction du travail et la sienne, c'est en fonction du degré de copinage. Que faire? Eh bien, il sera nécessaire, Tiffaine, de faire valoir votre point de vue dans le respect de vous-même et dans le respect de votre interlocuteur. Ça veut dire qu'à un moment, il sera nécessaire de confronter votre manager en lui disant: «Écoute, ce que je ressens, c'est, voilà, je ne suis pas satisfaite parce que je ne me sens, pas évaluée sur la base de mes résultats et sur la base d'autres éléments et ça ne me convient pas. Est-ce que tu peux faire quelque chose à ce sujet?» Donc Tiffaine, si vous voulez, là encore, en fait, vous allez être amené à faire une demande. Et si vous voulez avoir quelques outils aussi, eh bien, je vous invite à parcourir quelques ouvrages sur la communication non violente, par exemple, qui va vous donner des outils aussi qui vont vous faciliter la vie dans le fait de faire une demande. Encore une fois,
voyez, lorsque je vous ai présenté les divergences, je vous ai dit, dans l'étape des divergences, pour en sortir, il va être nécessaire d'être un extrêmement bon communicant, de manière à accueillir le point de vue de la personne qui est en face de vous et faire valoir votre propre point de vue. Donc, Tiffaine, la problématique que vous nous amenez, c'est faire valoir votre propre point de vue. Et c'est exactement la même problématique que celle d'Ismahan, qui nous disait comment faire lorsque un de nos managers fait preuve d'agressivité. Eh bien, il est nécessaire aussi de faire valoir votre point de vue, comme quoi ce comportement n'est pas acceptable. Alors, Daniel, j'aime beaucoup votre question. Pourquoi ne pas envisager le conflit, c'est-à-dire la lutte de pouvoir, comme une source de créativité nécessaire? Eh bien, Daniel, pourquoi ne pas envisager? Mais je l'envisage totalement. C'est-à-dire que, et c'est très bien vu, Daniel, euh, lorsque vous êtes dans la phase du conflit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une énergie qui est colossale, une énergie qui est géniale. Et en fait, cette énergie, elle peut être mise au service de deux choses. Elle peut être mise au service de l'affrontement et de la destruction. Et lorsque justement on utilise cette énergie à bon escient, eh bien au contraire, elle devient une énergie créatrice. Et on trouve des solutions qu'il n'aurait pas été possible de trouver sans avoir le conflit ouvert. C'est ce que je vous disais dans les conséquences positives en cas de résolution du conflit ouvert. Eh bien, on améliore les choses. Et donc, encore une fois, un conflit ouvert, c'est une boule d'énergie. Donc le conflit en lui-même n'est pas un problème. Ce qui va être problématique, et en tout cas, ça va être qu'est-ce qu'on fait de cette énergie et au service de quoi on la détourne. J'aimerais vous raconter une histoire que l'on m'a racontée d'un homme qui était amoureux des arbres et qui se battait contre sa municipalité qui voulait abattre un chêne multicentenaire pour faire un lotissement. Il était dans l'équipe municipale et puis il part en vacances. Quand il revient, le chêne avait été abattu. Donc il est rentré dans une colère absolument phénoménale et il a recommencé à rentrer dans un conflit extrêmement violent avec son équipe municipale. Et puis au bout d'un moment, il a constaté que de toute manière c'était un débat stérile puisque de toute manière l'arbre avait été coupé et donc c'était fichu. Il a utilisé son énergie pour faire quelque chose de complètement différent. Il s'est mis à planter des arbres. Et un mois plus tard, il avait planté 200 chênes. Et je trouve que c'est une excellente illustration de comment détourner l'énergie de la colère pour en faire quelque chose de constructif. Alors, Sabine, comment faire si malgré l'utilisation des techniques de communication efficaces, l'interlocuteur ne semble pas prêt à apaiser le conflit? Eh bien, je l'ai dit précédemment, si en face c'est pas motivé, si ça veut pas, vous n'êtes pas des magiciens. Donc, si en face il n'y a pas l'intention euh, s'il n'y a pas l'intention d'aller dans la résolution de conflit, eh bien, vous ne serez pas des magiciens. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous allez monter dans les étapes du conflit. Et manifestement, vous êtes déjà à l'étape de tension, eh bien, vous verrez où vous irez. Et dans ce type de situation, eh bien, il y a la médiation où là, il y a l'éclatement du conflit, de manière à trouver une autre solution. Encore une fois, pour prévenir les conflits, il y a les techniques que vous allez faire et il y a la motivation en face. Et si la motivation de la personne d'en face, c'est je veux aller au clash, eh bien, vous ferez ce que vous pouvez. Hmm. Patrick, et ça sera la dernière question à laquelle je répondrai. Comment réagir si l'interlocuteur est sur le coup de l'émotion, crie, pleure ou vous agresse? Eh bien, faites preuve de beaucoup d'empathie et faites preuve de beaucoup de détachement. C'est-à-dire que si quelqu'un d'un seul coup pleure, crie ou autre, eh bien, laissez-le crier, pleurer. C'est-à-dire, laissez la bulle émotionnelle se dégonfler. Ensuite, si au contraire, vous laissez aller et qu'elle s'amplifie, à ce moment-là, vous vous mettez en protection et vous dites stop,
on s'arrête là-dessus, car là, rien de bon ne sortira, et on se revoit demain lorsque ça sera calmé. Et ce qui sera important, ça sera de dire, on arrête là, parce que rien de bon ne sortira, et ce n'est pas une fuite, on reporte l'entretien. Si vous agresse, eh bien là aussi, vous vous mettez en protection. Donc là, quel est le degré de l'agression? Tous les scénarios sont envisageables. S'il est nécessaire, en tout cas vis-à-vis d'une agression, soit vous pouvez la gérer et vous mettre d'accord, soit ce n'est pas acceptable et à ce moment-là, le premier réflexe, c'est votre propre protection. Donc vous arrêtez tout et vous repoussez l'entretien, voire éventuellement vous envoyer d'autres actions si, en fonction de la gravité des faits. Donc vous pouvez demander, faire une plainte auprès de votre service RH ou ce genre de choses. Nous sommes arrivés au terme de l'heure de notre webinaire. Les modérateurs m'indiquent que le document de synthèse est téléchargeable dans vos espaces Webikeo respectifs. Je vous remercie donc de votre attention et de vos questions. Je vous souhaite une excellente continuation et au plaisir peut-être d'une rencontre dans la vraie vie si nous avons le plaisir de nous croiser sur une de nos sessions de formation. Excellente continuation à tous.